par la plainte du roi qui s'aperçoit que la reine ne l'aime pas. Verdi comme Wagner, ça vaudrait une séance complète, tellement les genres qui ont été abordés ont été différents.
quelquefois des drames intimes. Bon, je pense que vous avez tous entendu, vu la Traviata par exemple. Vous avez peut-être aussi vu le Falstaff, qui est le dernier opéra de Verdi, qui va avoir une forme totalement différente, mais peut-être parce que aussi il subit l'influence. Verdi vit très longtemps, il est né en 1901, il subit l'influence de Wagner dont on parlera tout à l'heure. Je ne résiste pas au désir de vous faire entendre quelque chose. On est toujours dans le grand opéra. Voici justement, en France de la cassette, comment n'être pas parfaite. De la chanteuse d'opéra, donc c'est l'air que chante la Castafiore dans tous les albums de Tintin. Pardon ? Alors ça, ce sont les fantaisies, c'est une mise en scène assez ancienne hein, qui date des années 70, c'est une mise en scène de Ken Russell, qui était essentiellement un metteur en scène au cinéma d'ailleurs, et bon, bah, c'est une façon de marquer de provoquer en fait. Sachant que Marguerite, dans cet opéra, bien entendu, va être la sainte, et Faust, bien sûr, va se laisser entraîner par le démon. Alors, il y a plusieurs Faust, d'ailleurs. Il y a celui de Berlioz, il y a celui-ci, celui de Gounod. Ils n'ont pas tous la même fin, d'ailleurs. Berlioz ne résiste pas au fait de précipiter Faust aux enfers, peut-être tout simplement pour pouvoir écrire la marche aux enfers, justement. Celui de Gounod finit beaucoup mieux. Alors j'aimerais vous... Tiens, on va retrouver un des personnages qu'on a entendu la dernière fois, qui est le personnage d'Orphée et d'Eurydice. Mais vous allez voir qu'on va avoir une lecture totalement différente. Là, on va tomber dans une chose qui est le pendant en fait, de ce grand opéra, c'est la parodie. Et donc la parodie, à cette époque-là, le grand maître de la parodie, c'est Offenbach, bien sûr. N'est-ce pas la nymphe Marquilla, la belle nymphe que j'adore? Seule, révélons ma présence par cette mélodie qu'elle aime tant.
crier avant votre âme. Ah! Je vous y prends, madame. À qui donc jetiez-vous cette fleur, s'il vous plaît? Ces fleurs, mais voyons, au vent, mon ami, au vent. Et vous, à qui jetiez-vous ce chant passionné de votre crin-crin? Mon violon! Ne touchez pas à mon âme, madame. Il m'ennuie comme vos vers, votre violon. Allez plutôt charmer les bergères de troisième ordre dont vous raffolez. Quant à moi, j'aime un berger. Il m'aime. Rien ne me séparera d'Aristée. Ah, c'est ainsi. Oui, mon ami. Tu me trompes, comme un mari. Oui, mon ami. Oui, mon ami. Il me dédaigne comme artiste. Oui, mon ami, oui, mon ami. Il n'aime pas les violonistes. Non, mon ami. Non, mon ami, le violoniste me paraît triste, l'instrumentiste est assommant, Pas de tendresse. Je vais dire mon chose. Je vais m'attendre toujours aussitôt une œuvre de chérie, mon dernier concerto. Non, non, pas de retard, c'est le comble de l'âme, une divine école. Alors, je vais abréger parce qu'il y a encore plein de choses à vous montrer. Je vais vous montrer un autre extrait. Alors, il faudrait quand même que je vous montre un extrait un peu spectaculaire parce qu'effectivement, il y a une parodie là du grand opéra. Et dans la mise en scène que vous allez voir, on y va carrément, c'est-à-dire que le Deus Ex Machina qu'on a déjà vu la dernière fois existe aussi ici. Donc dans la scène qui va suivre, en fait, évidemment, Eurydice va être emmenée par Pluton aux enfers, et Orphée est bien content d'en être débarrassé en fait, sauf qu'apparaît un personnage qui s'appelle l'opinion publique, qui va l'obliger à à aller aux enfers, rechercher Eurydice à son corps défendant, mais néanmoins il va être obligé de le faire. Tout le monde aime Eurydice à part Orphée, y compris Jupiter, et donc Jupiter va entraîner tout l'Olympe aux enfers. Voici de moment solennel. Non! Tu vas! C'est
c'est plutôt unis injustement le crime et l'injustice. Je condamne plutôt à lui rendre justice. Au ciel, il verra. Au ciel, il verra. Et pour
sur Offenbach. C'est dommage, je vous invite à chercher par exemple l'air de la mouche. Jupiter se déguise en mouche. Vous savez que dans les métamorphoses d'Ovide notamment, les personnages ont tendance très très facilement à prendre des apparences qui ne sont pas les leurs. Et Jupiter est assez habitué à ce genre de choses, et donc le public du XIXe siècle connaît très très bien la mythologie. Ah, le public, pardon. Voici le moment solennel. Soyons séduisants. Je pense que c'est le moment de parler d'un très très grand compositeur d'opéra allemand qui s'appelle Richard Wagner. C'est un très très curieux personnage, Richard Wagner. C'est quelqu'un qui, alors qu'il vient d'avoir remporté un énorme succès à Dresde avec un opéra qui s'appelle Rienzi, qui est encore un opéra dans la tradition du grand opéra, bon pas à la française puisqu'il est allemand, monte sur les barricades en 1849, est ami de Bakounine et perd son travail, perd son poste et est obligé de fuir l'Allemagne pour aller se réfugier en Suisse. Ensuite, il va il va devenir l'ami du célèbre Louis II de Bavière, qui va beaucoup l'aider, c'est-à-dire que ça va être un de ses principaux mécènes. Ça va être, politiquement, ça va être un petit peu compliqué d'ailleurs pour la Bavière, et Wagner va être un des éléments qui va contribuer à la destitution de Louis II.
Wagner est attiré par Paris, bien entendu, et il va lui présenter un opéra qui s'appelle Tannhäuser, qui va être un échec absolument retentissant. C'est-à-dire qu'il va y avoir une représentation. Il est invité par Meyerbeer. Meyerbeer, en fait, l'a invité, mais ne s'est absolument pas occupé de la suite. Et c'est un échec total. Il y a très peu de Français qui vont soutenir Wagner. Il y en a un quand même qui s'appelle Charles Baudelaire, qui va rester d'ailleurs son ami après cet épisode. Et Wagner va se mettre à détester la France et détester aussi ce qui pour lui va être il va considérer que la musique est aux mains d'une intelligentsia qui est l'intelligentsia juive, et il va devenir très, très nettement antisémite. Et c'est une des choses qui va rendre le personnage particulièrement déplaisant, notamment à cause de ce qui va se passer ensuite. C'est-à-dire qu'une chose qui était, il n'y avait pas encore, l'histoire n'était pas encore celle qu'elle était, c'est-à-dire qu'il ne s'était pas encore passé ce qui va se passer au XXe siècle. Et effectivement, au XIXe siècle encore, et dans les siècles précédents, on se massacrait joyeusement contre religion. On a vu ça pendant les guerres de religion. On voit donc les pogroms existaient au XIXe siècle. Et donc Wagner va manifester son antisémitisme, y compris dans ses œuvres. Alors je vais vous montrer des extraits d'un opéra qui s'appelle L'Or du Rhin, qui est le premier volet d'une œuvre qui s'appelle la Tétralogie. C'est une œuvre en 4 parties, donc, qui raconte une histoire très largement inspirée de la mythologie germanique et de la mythologie d'Europe du Nord. C'est un opéra qui est aujourd'hui extrêmement important parce qu'il est présenté régulièrement, et au moment du 100e anniversaire de Bayreuth, on a appelé pour diriger cet opéra un musicien qui s'appelle Pierre Boulez, accompagné d'un metteur en scène qui s'appelait Patrice Chéreau, qui vient de mourir cette année, comme vous le savez. Et je vais vous montrer, par exemple, quelques extraits de sa mise en scène de L'Or du Rhin, et je voudrais la mettre en regard avec des mises en scène plus traditionnelles, notamment une mise en scène qui est pratiquement contemporaine. Donc ça se passe, cette mise en scène de Chéreau, elle date de 1976, elle a été filmée en 1981. Et ce que je vous montrerai en parallèle, c'est une mise en scène qui a été faite au Metropolitan de New York, à peu près à la même époque.